Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, incroyable, bonsoir, bienvenue sur Backseat, votre émission du jeudi, comme tous les jeudis, on va parler de politique pendant 2h30, et ça c'est cool, bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bonsoir le chat, ça fait plaisir de te retrouver, bonsoir le public, vous êtes formidables, merci d'être là, merci à vous, comme tous les soirs donc on va parler de politique, on va recevoir un premier invité qui sera Guillaume Meurice, notre invité de la semaine à partir de 20h, et à partir de 21h, notre invité politique sera cette semaine Pierre Larouturou, qui est fondateur et porte-parole du parti Nouvelle Donne et candidat à la primaire populaire. Comme chaque semaine, je suis entouré des plus beaux et des plus belles chroniqueurs et chroniqueuses. On commence par Léa. Salut Léa. C'est la première fois qu'on commence par moi. Mais je me disais, je suis super émue. Pourtant, c'est pas mon anniversaire. C'est joyeux anniversaire quand même. Ouais, merci beaucoup. Ça va du coup ? Très bien. Comme un jour d'anniversaire finalement. Comme un jour d'anniversaire qui n'en est pas un, mais ça va, ouais, carrément. Je suis trop contente d'être là. Et ça fait plaisir que tu sois là. J'avais tellement hâte de venir parler de politique. Ah en plus ce soir on a des beaux sujets. Avec nous aussi Gaspard. Salut Gaspard. Salut à tous les trois. Ouais, très content des sujets aussi de ce soir. On a une semaine qui est assez riche, assez dense pour la présidentielle, donc ça va être chouette. Ouais, ça va être cool. Avec nous aussi Usul. Salut Usul. Oui, bonjour. Toi aussi t'es... j'ai hâte de parler de tous ces fachos là. On a eu une semaine bien facho aussi, on peut le dire comme ça. Hein. On a une semaine intense. Non, on dit intense et on dit... intense et républicaine. Anticonformiste. Polémique. Voilà. Polémique. Une semaine polémique. Évidemment. Attaché aux valeurs de la France. Attaché aux valeurs de la France, exactement. Vive la France, vive la République. Et avec vous ce soir, chers amis, avec vous le chat, on va parler de tout ça. Avant ça, je tiens à vous rappeler qu'il y a un Utip sur lequel vous pouvez soutenir financièrement cette émission. Ça veut dire que vous pouvez faire un don. Ponctuel, vous pouvez faire un don régulier tous les mois, c'est encore mieux. Vous pouvez vous acheter un magnifique t-shirt de Noël, un t-shirt édition spéciale Backseat qui sera plus en vente à partir de Noël, donc profitez-en, c'est une édition spéciale. Et cette semaine, nouveauté, vous allez pouvoir acheter un mug Backseat, je sais que vous l'aviez demandé, vous allez pouvoir acheter un mug, regardez, on a un très beau visuel, voilà. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, voilà. Donc c'est le mug Backseat, il est à acheter sur le Utip, vous le recevrez chez vous et vous verrez que c'est un mug qui rend le café meilleur, ça a été prouvé scientifiquement. Est-ce qu'il y a un truc écrit en dessous ? Je crois pas, non. Pourquoi t'aurais voulu écrire quoi sous un mug ? Genre, je sais pas, ta gueule ou. J'avais écrit ça sous un mug, c'était génial. Facho pour exclamation. Ouais, grave. Moi, j'ai envie qu'on écrive des trucs sous le nôtre, mais comme c'est. Non, je crois que malheureusement, l'option d'impression sous les mugs n'est pas disponible. Donc voilà. Écoutez, sans plus attendre, parce que cette semaine, l'actualité est chargée, on va passer directement au sujet de la semaine. C'est parti, les sujets de la semaine. Les sujets de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment ? Je sais pas grand-chose. D'habitude, tu nous demandes, et vous avez fait quoi cette semaine ? Ça va et tout. Non, là, pas le temps, quoi. Là, Ciotti, on y va. Allez. Ah ouais, mais grave. On y va du coup. La primaire Les Républicains, ça y est. Pas la primaire, pardon, le congrès Les Républicains. Nous avons les résultats du premier tour qui sont tombés il y a quelques heures. Priorité au direct, incroyable. Il y a quelques heures, nous avons donc enfin les résultats de du congrès, Les Républicains. Les deux candidats arrivés en tête sont Éric Ciotti et Valérie Pécresse. On a un visuel d'ailleurs qui devrait s'afficher pour vous montrer les résultats de ce premier tour. Voici les résultats. Énorme surprise avec donc la qualification d'Éric Ciotti qui est arrivé en tête avec 25,59% des voix. Valérie Pécresse en deuxième position avec 25% des voix. Michel Barnier en troisième position avec 23,93. Énorme déception pour lui. Xavier Bertrand, merci. Comment il s'appelle ? Je suis fatigué. Xavier Bertrand qui arrive en quatrième position avec seulement 22,36% des voix. Et Philippe Juvin avec ses 3,13% des voix qui n'aura pas réussi à créer la différence. Énorme surprise que ce résultat du Congrès Les Républicains, beaucoup de leçons politiques à en tirer. Ça porte malheur de faire Backseat. Ouais, c'est ça. Le seul qui avait fait Backseat, il s'est ramassé, quoi. Non, je te rappelle que Sandrine Rousseau avait fait Backseat. Oui, mais là, quand on est de droite. Quand on est de droite, c'est possible, ça peut être ça. Du coup, non. Alors moi, j'étais comme vous, un début d'après-midi. Moi, en tout cas, je trépignais d'avoir les résultats parce que j'ai énormément de leçons politiques à tirer de ces résultats. C'est très important. C'est quand même pas rien. Hein. Le parti Les Républicains, c'est le parti historique de la droite de gouvernement en France, qui a choisi en septembre dernier d'organiser un congrès pour désigner son candidat ou sa candidate. Ça a été un psychodrame. Est-ce que Xavier Bertrand va y aller ? Oui, mais non. Oui, mais finalement oui. Donc du coup, voilà. Et ça y est, on a les résultats après 3 débats télévisés. Énorme surprise. Première leçon que moi j'en tire, c'est que les résultats sont très serrés. C'était comme la primaire des écolos. Les résultats sont serrés. Ils sont tous à plus de 20% des voix. On sent une indécision chez l'électorat Les Républicains sur son avenir politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça tous les trois ? Ouais. Je vous vois dire oui. Non. Voilà, tiens, comme ça, moi je dis non. Non, il y a une crise de leadership, il n'y a pas de leader qui se dessine. Pour autant, j'ai l'impression qu'au niveau du projet politique, tout le monde est d'accord.
Donc, tu vois, je pense qu'il... Ouais, mais t'es d'accord avec moi qu'à droite, le leadership est beaucoup plus important que le projet. Historiquement. Non, mais c'est vrai. Voilà, ils se cherchent une incarnation. Tout le monde, non, pas tout le monde, mais c'est vrai que Xavier Bertrand a longtemps été présenté comme le favori. Il a souhaité ardemment, depuis plus d'1 an, être le candidat naturel de la droite, au point de mépriser en fait le parti Les Républicains qu'il avait quitté, en disant non, mais moi j'irai pas dans vos processus, machin. Il a dit non à une primaire pendant très longtemps. Finalement, après moult réflexions et psychodrames, il a accepté d'y aller. Et Xavier Bertrand s'effondre, putain, 4e position, la claque. Lui, il doit avoir un seum, mais je te raconte même pas ce soir. Il a un seum stratosphérique, il l'a déclaré. Alors, bon, directement, on en parlera après. Il a appelé à voter Valérie Pécresse, c'est pas très étonnant, mais surtout, il a annoncé que c'était la fin de ses ambitions nationales. Quel effondrement pour Xavier Bertrand. Le mec, il se voyait déjà il se voyait président de la République. Il avait quand même dit que c'était lui qui était le seul en capacité de pouvoir battre Macron. Sa petite séquence publié reportage dans Paris Match était fabuleuse aussi. Mais donc quoi, c'était une stratégie de com, tu crois, de juste dire c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, j'en suis capable. Non, mais je pense qu'il était persuadé. Oui, et puis il y a un côté stratégie, c'est à partir du moment où il y a une crise de leadership, s'affirmer comme le leader. Bon, ça permet. Le problème, c'est censé permettre, mais en fait non. Il s'est pas affirmé comme leader. Ah ouais, il a fait quoi alors? Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit affirmé comme leader. Il s'est affirmé comme candidat, mais un peu en mode j'y vais tout seul, quoi. En se sentant, il a vraiment joué la carte de toute façon c'est moi et puis c'est comme ça, mais il n'a pas essayé de vraiment soulever les foules au sein du parti, comme tu disais à très juste titre. Il a méprisé pendant un certain temps les règles internes. Il s'est barré il y a un petit moment. À un moment donné, il disait même qu'il allait se présenter, mais qu'il allait pas reprendre sa carte. Enfin, c'était absurde, quoi. Donc, ce qui est hallucinant, c'est qu'il a quitté LR en disant c'est devenu n'importe quoi, ça s'est droitisé. C'était sous la présidence de Wauquiez, il y avait eu la catastrophe avec François-Xavier Bellamy, il s'était pris une tôle aux européennes. En 2019, voilà, lui, il se dit je me casse et je dis que ça s'est trop droitisé et il va faire après une compète de racisme avec les 4 autres, mais sans aucun problème, quoi. Et alors qu'effectivement, et c'est ça peut-être le paradoxe. Ça en dit aussi beaucoup sur la profondeur de ses engagements. Je trouve je vais aller un poil plus loin. Vas-y. On est typiquement sur ces petits entrepreneurs politiques médiocres qui, pour diriger leur carrière, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de, si tu veux, d'éthos politique fort où vraiment ils portent. Je sais pas, j'écoutais cet après-midi parce qu'on prépare un truc pour Baxic, j'écoutais un truc sur Chevènement. Bon, on pense qu'on veut de Chevènement, mais le mec, il a une idée, il va, s'il est pas content, il démissionne, mais en fait, il est constant, il a un projet Chevènement, il veut faire un truc. Alors, je compare Bertrand à Chevènement, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire. Mais comparé à ces gens-là qui regardent dans quel sens tourne le vent, qui font on va faire un peu de ça, ça marche pas, je vais faire ça. Ils quittent le parti en se disant ça devient trop à droite, mais c'est une excuse en fait, c'est que tu as un plan, c'est que tu prends du retrait parce qu'il a voulu se mesurer directement à Macron. Très souvent, il a voulu tenir tête à Macron, machin, tout en n'étant pas associé au fiasco, parce que c'est ça en fait, tu te dissocies de Wauquiez pour pas être associé au fiasco de l'époque Wauquiez et François-Xavier Bellamy. Et tout ça pour au final. Ceci dit, Pécresse a fait la même. 2019, elle se casse aussi. Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié. Pécresse a de fortes chances d'être élue au second tour candidate du parti Les Républicains, attention, là, je vais faire gaffe quand même avec moi je veux bien nuancer cette partie. Mais je dis ça parce que elle a reçu le soutien des 4 candidats malheureux qui ont tous appelé à voter pour elle. Avant ça, je reviens sur ce que tu dis, c'est assez intéressant parce qu'effectivement Xavier Bertrand s'est planté dans le sens où Xavier Bertrand depuis 2015, depuis sa victoire contre Marine Le Pen dans la région Hauts-de-France, avait tenté de développer un argumentaire autour de la droite sociale, de la droite anti-Le Pen, fondamentalement anti-Le Pen, les retours à cette droite de gouvernement contre la haine, contre la division, le poison de la division, Jacques Chirac, on s'en souvient, etc. Il a tenté de faire ça, et là, je suis d'accord avec toi, Usul, il est allé se mesurer à d'autres dans un concours Lépine, mais surtout en fait pour parler à un électorat, et c'est ça le problème de Xavier Bertrand, c'est que l'électorat Les Républicains, il a été sondé, analysé, il y avait une excellente enquête qui est sortie l'année dernière, qui montrait que l'électorat Les Républicains s'est considérablement réduit sur les 3 priorités qui pour eux sont les plus importantes, c'est insécurité, islam, immigration. Top 3. Les questions d'emploi, les questions de soutien aux entreprises, les questions d'Europe sont reléguées. Même les questions fiscales sont reléguées. Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'il est allé foutre dans cette galère, putain. C'était pas pour lui cette ce congrès. C'était pas pour lui. C'était la course à l'échalote du plus identitaire en réalité. C'est aussi pour ça qu'à mon avis, aujourd'hui, c'est la consécration d'un parti de droite qui est un parti
identitaire et qui n'incarne plus la droite libérale, qui finalement s'est barré chez Macron, quoi. Parlons-en, puisque là quand même la leçon aussi, on l'a toujours pas dit, mais de ce premier tour, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti qui s'était lancé dans ce congrès comme un petit candidat, un outsider. C'est vrai qu'il n'était pas attendu en leader au premier tour. Ancien président du Conseil général des Alpes-Maritimes, ancien numéro 2 de Christian Estrosi, on en reparlera. Et surtout, député célèbre pour ses prises de position très droitières. Il s'est lancé dans ce congrès avec l'idée de défendre une ligne de la droite bien de droite, affirmer d'être de droite, la fierté d'être de droite. Lui, pour le coup, contrairement à Xavier Bertrand, lui, il a une constance. Et bien justement, mais venons-en. Et il est fidèle au parti, il s'est pas barré, quoi. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette victoire? En 2016, il est porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la primaire, qui a quand même, il a bien échoué. Derrière, il se rallie tout de suite à Fillon, membre de l'équipe de campagne, etc. Il fait la campagne, mais alors il y va à donf, quoi. Donc le mec est complètement. Moi, je pense que c'est un peu une prime à la fidélité, en l'occurrence. Ouais, mais Michel Barnier n'en a pas bénéficié. Alors, prime à la fidélité et prime à l'identitarisme. Alors, ceci dit. Après, Ciotti l'a dit du coup dans son discours de victoire, il l'a rappelé, j'étais au Trocadéro. Oui. C'est-à-dire le moment, vous savez, le Trocadéro, c'est le moment où ça vacille vachement dans la campagne de Fillon, où on ne sait pas s'il va pas se abandonner. Je crois que même lui et son entourage sont pas très sûrs. Et puis bon, dernier sursaut, allez, on tente le tout pour le tout. On essaie de réunir un max de gens. Ils font monter des bus entiers de toute la France pour réunir des gens au Trocadéro, notamment les franges les plus réactionnaires. Il fait monter les quarts de gens qui étaient investis dans la manif pour tous, etc. Et il réunit tout ça au Trocadéro. Et il se relance. Et là, apparemment, il paraîtrait que c'est quand lui-même, en ayant vu toute cette foule, il reprend espoir, il y a un storytelling. C'est un moment important, le meeting sur la résurrection de Fillon, de la candidature Fillon au Trocadéro, et lui il dit j'étais là. Gaspard, moi j'étais là. Gaspard, comment tu l'analyses toi? Moi je vois aujourd'hui que Ciotti n'a récupéré surtout aucun soutien des 3 autres perdants. Il y a des 4 autres. Attends, il y a Pécresse en l'occurrence. Oui, t'as raison. Du coup, des 3 perdants, c'est ça. Du coup, des 3 perdants, autant pour moi. Donc voilà, il y a Bertrand qui est catégorique, qui va aller chez Pécresse. Juvin, pareil pour ce que ça vaut du coup électoralement en termes de voix, puisqu'il a fait 3%. Et alors moi, déjà il y a Barnier qui est un peu plus modéré. Je ne sais pas si vous avez lu les réactions qui ont été communiquées, mais sur Twitter un peu plus modéré. Elle semble, Valérie Pécresse, être la mieux placée. On est moins catégorique que Bertrand et Juvin. Et du coup, qu'est-ce que ça va? Est-ce que vous croyez que Ciotti est capable d'être celui qui va représenter la droite? Est-ce que du coup ça va suffire cette demande des candidats perdants d'aller soutenir Valérie Pécresse plus modérée? Et si jamais il est élu, est-ce que Ciotti ira jusqu'au bout, ou est-ce que peut-être il pourrait aller faire une alliance avec Zemmour, qui l'a d'ailleurs félicité à travers un communiqué aujourd'hui sur Twitter? Je sais pas. Est-ce que Ciotti peut remporter ce congrès? Honnêtement, c'est une bonne question. Le truc est ouvert. Moi, j'ai du mal à y croire, mais en même temps, mes pronostics, sans déconner, après ce qu'on vient de vivre là, en début d'après-midi, enfin voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est moins serré. Je vais être très clair. C'est moins serré que Jadot Rousseau. Jadot Rousseau, il y avait un vrai doute. C'est un peu moins serré, effectivement. Ceci dit, il y a quand même... le taux de participation, il faut quand même le saluer, 80% de participants. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 20% qui sont quand même inscrits et qui n'ont pas participé. Donc ça aussi, c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête, qui peut être une espèce de marge entre les deux. Il faut rappeler qu'effectivement, la primaire des Verts, je suis allée reprendre les chiffres. Jadot, 27%, Sandrine Rousseau, 25%. Il n'y a que 2% d'écart. Jadot a quand même gagné. Sans consigne de vote quand même très clair. Il faut pas oublier que les consignes de vote, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Et je ne suis pas certaine que tout le monde les écoute aussi. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est un parti qui, dans ses adhérents, vraisemblablement se radicalise un peu. Et je ne serais pas surprise que finalement Ciotti remporte. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Je pense que c'est pas plié pour Pécresse. C'est pas plié pour Pécresse. Il y a un élément intéressant dans cette primaire quand même. Qu'est-ce qui fait le succès de Ciotti aussi? Ce sont les débats. Les fameux débats télévisés qui ont été très suivis par les votants de cette primaire. Ciotti a eu l'occasion, à l'occasion de ces débats, du coup, de se révéler. D'une part, tu l'as dit, dans cette constance politique. Effectivement, Ciotti, lui, il est à l'aise. Il est très à l'aise. Il a toujours défendu la même chose. Je rappelle les Alpes-Maritimes, dont il a été le président. C'est un département qui, un peu rapidement, on a souvent analysé comme le laboratoire du sarkozysme. Ça a été, notamment, il était à Nice avec Christian Estrosi, les caméras de surveillance, la police municipale, la police, etc. Éric Ciotti, depuis 2007, il est sur tous les plateaux de télé pour marteler insécurité, immigration, islam. Donc voilà, c'est vrai que les 3 priorités, il y a eu ça. Premier élément. Deuxième élément, cette radicalité.
on est aussi en train de vivre un moment politique dans lequel les électeurs semblent avoir besoin de clarté, de radicalité et d'engagement fort. Ils en ont marre des demi-mesures, etc. C'est pour ça que je fais un parallèle qui s'arrête à cet élément de radicalité entre la très bonne surprise de Sandrine Rousseau dans l'élection, dans la primaire des écolos, où sa position d'écoféminisme radical a beaucoup séduit les électeurs écolos, et de son côté, Éric Ciotti, sa radicalité très émorienne a beaucoup séduit les électeurs les républicains. On veut de la radicalité, il y en a marre des demi-mesures. T'es d'accord avec ça, Jules ? Ouais. Après, faut aussi nuancer. Là où ça me paraît difficile quand même pour lui de gagner, c'est qu'il va quand même se faire pilonner là. Éric Ciotti, tu l'as rappelé, voilà, les Alpes-Maritimes, etc. À la base, en effet, c'est un lieutenant d'Estrosi. Estrosi qui lui a rejoint de manière un peu plus officielle le pôle macroniste. Et lui, à l'inverse, du coup, ce radical. Et il n'avait pas une bonne image, Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'était vraiment le petit député, limite même dans son camp, il se foutait de sa gueule. Il n'a pas la stature. Et c'était de la même manière que tu prends un grand bourgeois des Hauts-de-Seine et il voit un petit commerçant niçois, il le regarde de haut, même si les deux techniquement sont des patrons. C'est pas la même classe, si tu veux, quelque part. Oui, puis Ciotti, il a été assistant parlementaire. Il a été directeur de cabinet d'Estrosi. Mais au début, il était à l'Assemblée nationale avec lui. Au tout début. Oui, donc il a quand même commencé en étant un peu le mec, la cheville ouvrière en quelque sorte. Enfin, c'était tu vois, je trouve ça très intéressant, Usul, quand tu dis il n'a pas la stature. J'ai précisément l'impression que les électeurs commencent de plus en plus à bien aimer les gens qui n'ont pas la stature. Quand tu vois l'élection de Donald Trump, tout le monde disait mais il n'a pas la stature d'un président. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Mais ouais, c'est ça. Quand tu vois, le problème, c'est que là, c'est pas les. Éric Zemmour aussi. On en parlera ensuite de Éric Zemmour. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour aussi, il a jamais été élu de sa vie, jamais député, jamais rien. Il a toujours été un journaliste commentateur de l'actualité avec des tests très identifiés, etc. Mais il n'a pas la stature d'un président. Bah ouais, mais ça cartonne en fait. Il y a plein de gens qui aiment ça. Encore une fois, cette espèce de, on est toujours dans ce moment qu'on peut analyser comme populiste, même si ce mot est sujet à caution. D'envoyer balader une classe politique où il y en a marre des gens responsables qui ont la stature. C'est un peu comme ça que je l'analyse. Crise de régime. Crise de régime. Ouais. Autre truc que moi j'ai analysé quand j'ai vu le résultat, c'est quand même la vitalité des réseaux sarkozystes. Parce que Valérie Pécresse, en interne, beaucoup de gens disaient que voilà, Brice Hortefeux avait appelé à voter pour elle. Nicolas Sarkozy reste, je l'ai toujours dit, Nicolas Sarkozy reste une personne qui a une influence considérable à droite. C'est le dernier grand président de ce camp-là qui continue à rêver au retour de 2007 et au retour d'un champion tel que Nicolas Sarkozy. Ils n'ont toujours pas réussi. Nicolas Sarkozy, il continue encore aujourd'hui à faire vivre un réseau qui fonctionne auprès des électeurs les républicains. Et pas que. Et pas que, parce qu'il est écouté chez Macron. Il est très écouté chez Macron aussi. Il a un de ses lieutenants au sein du gouvernement. Et pas au pire poste, quoi. Un poste quand même très stratégique. C'est ça la suite de l'histoire. C'est quoi la suite de l'histoire, Jules ? Vas-y. Probablement. En tout cas, par exemple, Sarkozy, je l'ai lu pour le coup, Sarkozy aurait dit que dans les 5 ans qui viennent, mettons que Macron soit réélu. En fait, le gros problème qu'ils ont là, LR, c'est si Macron est réélu, ils font quoi ? Ils continuent à faire semblant d'être dans l'opposition ou à être dans l'opposition et donc être obligés de trouver des raisons pour lesquelles être dans l'opposition, donc des points de désaccord, auquel cas en fait c'est comme ça qu'ils se contraignent à cette ligne identitaire machin, parce que sur l'économie, voilà, des gens comme Philippe font tout à fait l'économie qu'aurait fait LR. Or Édouard Philippe disait au congrès de Ensemble Citoyen, donc qui est la maison commune qui va rassembler toutes les sensibilités du pôle macroniste, il l'a dit à Ensemble Citoyen, il disait LR, ils ont oublié un truc, en fait, une valeur de la droite, c'est la liberté. Le plus important, c'est sans doute la liberté. C'est la droite libérale qui s'est barrée. C'est une droite qui se recroqueville sur l'ordre. Et qui oublie, alors eux ils disent la liberté, mais en gros on pourrait dire l'esprit d'entreprise, l'économie, etc. quoi. Ils n'en parlent plus, ils n'ont plus que l'ordre, et on sent bien que c'est plus leur priorité. La surenchère elle se fait sur les questions dites régaliennes, qu'on peut dire aussi sécuritaires ou racistes, ça dépend. Autre événement que j'ai noté, qui me semble assez important aussi dans cette démarche globale de... Ah merde, j'ai pas fini mon propos du coup, pardon. Parce que je me suis laissé emporter et je voulais dire que la conclusion logique, voilà, c'est ça. Excuse-moi. Vas-y, Usul, conclue. Mais moi non plus, j'ai pas fini, merde. Oui, je sais, mais juste la conclusion logique pourrait être qu'ils aient pas envie de repasser 5 ans dans l'opposition et qu'ils vont peut-être faire, Nicolas Sarkozy les appelle à pourquoi pas faire pendant 5 ans un soutien modéré à Macron. Et donc...
là, ça leur ouvre des perspectives, comme par exemple, pourquoi pas devenir ministre, etc. Là, sinon, leur carrière est encore bloquée 5 ans pour tous ces députés dont un certain nombre commencent à avoir de l'âge, n'ont jamais été ministres. C'est des opportunités qui leur passent sous le nez. Pourquoi ? Pour le sectarisme de continuer à faire vivre LR malgré tout. Il y en a qui vont commencer à en avoir plein le cul. Ils l'ont fait 5 ans, ça n'a pas franchement payé. Leur primaire, c'est de la merde. Leur candidat, il va se vautrer. Bon, au bout d'un moment, il y a peut-être une autre option, ce serait de dire, bon, écoutez, la droite a un chef. C'est Emmanuel Macron. Je suis désolé. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a un qui est en train de préparer le terrain pour ce que tu dis. C'est Édouard Philippe qui lui a passé une très bonne journée, je pense. Lui, pour le coup. Pardon, excuse-moi, Léa. C'est fait pour recueillir ça. Léa, du coup. Non, je voulais juste signifier que Renaud Muselier avait quand même claqué la porte des LR cette semaine ou la semaine dernière. C'est super récent. Et justement, il va aller faire copain-copain avec Horizon aussi. Oui. Et avec, clairement avec En Marche, quoi. Il avait négocié déjà à l'époque des régionales avec eux. En plus, ouais. Mais là, ça y est, c'est official, quoi. Il rejoint vraiment En Marche. Non, mais c'est donc voilà. Donc on est encore en train de revivre la recomposition de la droite française après le. Mais c'est en vrai, je suis trop contente de ces résultats. C'est pour ça que je voulais les résultats là aujourd'hui. Je trépignais dans mon lit d'attendre les résultats. Gaspard, pour le mot de la fin. Ouais, moi je vais regarder ça avec impatience, surtout qu'il va y avoir une conséquence en vérité. Enfin, la véritable conséquence, c'est à qui ils vont piquer le plus de voix. Enfin, à qui le candidat de la droite in fine va piquer le plus de voix. Est-ce que ça va être à Macron? Ça serait plutôt le cas de Pécresse avec une droite plutôt modérée. Et à ce moment-là, si on pique des voix, ou alors est-ce que c'est Ciotti, et si c'est Ciotti, il risque de piquer des voix à la fois peut-être à Le Pen, peut-être à Zemmour, peut-être qu'en fait ils vont tous se retrouver à 15-16%, et là il y a une forme de, on ne sait pas, enfin ça va être la grande question, est-ce que si ça se trouve on va voir un candidat, le deuxième candidat en termes de chiffres et en termes d'importance à cette présidentielle, passer au second tour avec 16, 17, 18% peut-être, ce qui est un score relativement faible et qui nous rappelle ce qui s'était passé en 2002. En tout cas, on va suivre ça évidemment de très très près. J'ai hâte de recevoir Valérie Pécresse sur ce plateau et Éric Ciotti également d'ailleurs, parce que du coup beaucoup de questions à leur poser sur justement cette identité du parti Les Républicains, son avenir, cette droite qui se recompose et qui n'en finit plus de se recomposer. Deuxième sujet, cheveux aussi. Deuxième sujet, tu as commencé à l'aborder, sujet que je voulais aborder avec vous, c'est quand même le lancement de la campagne d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, ça y est, c'est enfin officiel et candidat à l'élection présidentielle, sans déconner comme si on n'avait pas compris. Il s'est déclaré à l'occasion d'une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle se déclare sur une vidéo YouTube. Avant, c'était toujours une interview ou un meeting ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le premier truc. Éric Zemmour qui se déclare candidat à un moment où en fait sa campagne a commencé à ressentir des troubles non négligeables. Il y a cette fameuse visite à Marseille qui s'est mal passée, c'est peu de le dire. Incapable de rentrer dans le quartier du Panier, conspué par beaucoup d'habitants, de militants, etc. qui le rejettent. L'épisode du doigt d'honneur qui est un épiphénomène mais qui résume assez bien cette journée pourrie qu'il a passée lui. Et ensuite son interview aux 20h de Gilles Boulot sur TF1 qui selon Éric Zemmour s'est mal passé, que de mon point de vue aussi j'analyse comme un fiasco de communication. Éric Zemmour, donc voilà, vous voyez ces extraits qui se retrouvent face à Gilles Boulot, interviewé pour la première fois comme candidat à la présidentielle, et Gilles Boulot qui lui pose des questions sur ses déclarations, son passé, sa condamnation pour incitation à la haine raciale, qui ne lâche pas le morceau, et à la fin de l'interview, Éric Zemmour qui n'hésite pas même à faire savoir à son intervieweur qu'il n'est pas satisfait. Il aurait traité de connard en partant selon des journalistes de TF1. Du coup j'ai envie qu'on le reçoive, tu vois, ça me donne envie là. Quand je vois ça. Ouais, me faire traiter de connard, je suis pas sûr. Non mais tu vois, voilà, les politiques qui ont un avis sur la manière qu'ils ont d'être interviewés, déjà ça m'énerve. Mais donc voilà. Éric Zemmour, voilà, on est dans un moment politique important. La même semaine, tout ça se goupille la même semaine. Éric Zemmour qui lance une campagne. La semaine précédente, Marine Le Pen avait invité Éric Zemmour au rassemblement en lui disant de toute évidence, mon coco, ta campagne elle décolle pas, ça marche pas, rejoins-moi. Le camp national, pour reprendre le terme qu'elle désigne pour désigner son camp politique, a la possibilité d'arriver à la présidence de la République, rassemblons-nous, etc. Est-ce qu'Éric Zemmour s'est lancé au bon moment? Est-ce qu'il avait besoin d'une annonce officielle de campagne pour se lancer enfin dans la campagne présidentielle? Clairement pas. Moi, je pense pas. Je pense que tout le monde était à peu près au courant que le type était plus ou moins candidat. Moi, je trouve que la vidéo est un peu chelou, d'ailleurs, parce qu'elle est à la limite entre une annonce de candidature et un clip de campagne avec des images d'archives, etc. Alors, c'est relativement court pour une annonce de candidature. On se souvient de l'interminable discours de Macron qui s'était déclaré en 2016, du coup. Et puis, pour un clip de campagne, c'est relativement tôt dans la campagne. Donc, sur la forme, déjà, c'est assez particulier. Bon, je ne sais pas si tu allais en parler, mais il y a quand même aussi une histoire de droit au niveau des archives. On a pas mal parlé sur Twitter de ça. Il y a pas mal de journalistes, d'artistes. C'est le cas de Woodkid pour un autre clip de campagne qui a dit « je vais porter plainte », etc. Donc, il y a la société, il y a un truc très clivant déjà autour de cet objet de campagne. Et puis,
Et alors, la grande question, c'est aussi, moi, c'est la question que je me pose, est-ce que vous pensez que c'est voulu? Est-ce que c'est de l'amateurisme complet? Non, on ne savait pas qu'il fallait demander des droits légaux pour pouvoir utiliser ces images d'archives dans ce clip de campagne? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une volonté aussi, moi, c'est comme ça que je l'analyse, de pouvoir appuyer un peu plus le fait de dire non, c'est un clip interdit par le système, c'est pour ça que non, les je médias... crois que c'est pas calculé. Ah, tu crois que c'est pas calculé, toi? Non, c'est pas calculé. C'est des blaireaux. Et... moi, je pense qu'ils s'affranchissent des règles. C'est très trumpien, c'est je m'affranchis des règles. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est juste que les gens qui ont fait ça ont une culture, les gens qui l'ont aidé à faire ce truc, ont une culture YouTube. Et en effet, sur YouTube, on peut faire plein de choses, notamment dans le cadre du droit de courte citation, qui, pour le coup, marche quand on fait des choses à but éducatif, informatif, ou descriptif. Voilà, mais c'est-à-dire, ça marche, voilà, mais ça marche pas dans le cadre d'un clip de campagne. Un clip de campagne, c'est pas ça. Dans le cadre d'une propagande d'un candidat, on n'a pas le droit d'utiliser ce droit de courte citation. Donc je pense qu'ils ont mélangé un peu les registres en se disant on a le droit de faire une vidéo en citant des extraits de machin. Encore, ça ils l'ont pas fait. Normalement, il faut mettre quand même de quel extrait, de quelle émission c'est extrait, en quelle année, etc. Mais tu peux pas. Enfin bon, bref, ça vraiment on s'en branle quand même. Dans une certaine mesure, moi je trouve qu'on s'en branle. C'est un peu comme le doigt d'honneur. J'hallucine. Moi, ça fait des mois qu'il dit des horreurs sur tous les tons et que la bonne société est à peine choquée et que là, par contre, je vois Quotidien qu'on fait des caisses sur Zemmour, il n'a pas utilisé bien le droit d'auteur. C'est ça votre problème avec Zemmour, c'est que de temps en temps il perd ses nerfs, et bah évidemment qu'il perd ses nerfs. Le titre de toute façon il est instable, il est pas bien. Il y avait un excellent portrait dans Libération qui racontait comment, en fait, même selon des gens de son entourage, il a pété un câble. Sa conseillère, la Sarah Knafo, c'est elle qui a beaucoup monté le bourrichon à ce gars-là pour qu'il parte, alors que pendant longtemps il disait bah non je vais pas y aller, c'est chacun son rôle machin. Mais elle lui a monté le bourrichon à fond et lui il est parti quoi. Il est parti et il part en couille selon beaucoup d'observateurs autour de lui. Donc il perd ses nerfs, il est instable, tout le monde le sait, il y a même des gens qui commencent à le lâcher déjà en fait. Oui, alors d'ailleurs notamment de ses financiers qui a décidé de se retirer, qu'après lui avoir prêté du pognon, mais c'est incroyable, la facilité du parallèle avec Trump est dingue. C'était pareil pour Trump. J'y pensais, c'est exactement Trump, ça, c'était pareil, tout le monde disait ça en 2000, au moment où il s'est présenté à la primaire, les gens disaient mais c'est un clown, il est taré, il comprend rien, Trump faut lui faire des notes sur des post-it parce qu'il n'arrive pas à lire plus de 2 phrases. Mais encore là on reste dans le superficiel, c'est-à-dire moi j'aurais aimé que le fond politique de ce qu'il raconte choque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et qu'on le traite comme un candidat fasciste à chaque fois, qu'on rappelle que c'est un candidat d'extrême droite. C'est pas Après, juste le polémique controversé. C'est aussi un mec qui a 0 sur moi, comme Trump d'ailleurs. Ouais, alors pour préciser du coup, parce que parlons du fond, Éric Zemmour en parle dans cette fameuse vidéo de présentation de candidature, très cliché pour le coup, très attendue, mais elle aussi très radicale et très claire pour le coup. Le retour à la France d'antan, point barre. Il y a un moment, c'est limite, s'il pouvait le prononcer comme ça, il le ferait. C'est la France des années 60, la France de Brigitte Bardot, du Concorde et du TGV. Cette France, non mais c'est vrai, cette France en noir et blanc, fantasmée, à l'époque où les jeunes ils se tenaient sages et il y avait pas voilà, et les femmes on leur pouvait leur mettre des mains au cul, c'était cool. Enfin tu vois, c'est en opposition à la France d'aujourd'hui qu'il dépeint avec un nombre de clichés absurdes sur l'insécurité, l'immigration, avec des images d'une violence inouïe. D'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est fait strike en partie sa vidéo pour les moins de 16 ans sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos, voilà, il y a des extraits très violents de violences urbaines, etc. Et de passage à tabac. Donc voilà, donc le fond, effectivement, Éric Zemmour là aussi à la clarté de sa candidature, c'est une candidature réactionnaire au sens premier de la réaction, le retour à un état fantasmé de l'histoire, à un moment où la France était grande et belle. Usul. Je veux dire un dernier truc, après je vous laisse si vous voulez. Non, mais continue. En gros, moi ça aussi, tu vois, ça me saoule. Pareil, j'ai vu Yann Barthès faire ça aussi, de dire nouveau la France des années 60, en fait Zemmour nous vend du passé, machin. Quand il est sur les plateaux, il est attaqué beaucoup sur ce qu'il a dit sur les femmes aussi. Et il y a un non-sujet. C'est quoi ? C'est par exemple ce qu'il dit sur les musulmans. Personne ne défend les musulmans, personne n'attaque Éric Zemmour sur le fait que c'est un islamophobe dont c'est l'essentiel de son fonds de commerce. Hein. C'est l'islam, effectivement. C'est l'islam, c'est-à-dire c'est ce racisme respectable. Parce que dans la mesure où ça a contaminé tout le reste du champ politique, l'islamophobie, parce qu'on a le droit d'être islamophobe. Ah oui, d'accord. On a le droit d'être islamophobe au les PS, Roms, on a le droit aussi. Non, les Roms aussi, t'as le droit. Les Roms aussi, t'as le droit, évidemment. Mais personne va lui dire les musulmans. Personne va prendre la défense des musulmans. Personne va dire là il y a des limites aussi. Il veut déporter les musulmans. Il veut les foutre dans des bateaux. Il veut les déménager, les mettre dans des camps. Je ne sais pas ce qu'il veut en faire, mais les remigrer, je ne sais pas quoi. Donc c'est ça le cœur de son projet politique et on l'attaque. Alors c'est bien qu'on l'attaque sur notamment les violences sexuelles, etc. Les trucs, mais on l'attaque que là-dessus. Et moi c'est l'absence du reste, l'absence de. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, sur la France des années 60, c'est aussi un retour à la France de l'Algérie où les musulmans avaient un statut
statut à part. Enfin, tu vois, c'est aussi les Français musulmans, c'était un statut légal différent et subordonné, clairement. Ils n'étaient pas citoyens. Mais ils n'étaient pas citoyens. Non, mais c'est ça, c'est aussi ça dont ils fantasment. C'était l'époque où les musulmans étaient des indigènes, qu'on tolérait à peu près parce qu'ils étaient en Algérie dans un département un peu particulier. Mais que voilà, et donc toute cette guerre qu'il a contre les prénoms des enfants, etc., ça en dit très long, effectivement, sur la lecture qu'il a, qui est une lecture ethnoculturelle du pays. Tout à fait. Quasiment ethno-racial, même s'il n'est pas dans le registre de la race, il est dans le registre du religieux, du culturel, du choc des civilisations, du grand remplacement, pour reprendre tous les termes qu'il utilise, qui est une lecture effectivement très éloignée des lectures de classe. Léa. Il a même inventé quand même le concept d'exilé de l'intérieur, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est-à-dire pour désigner quoi, il avait dit ça ? Pour désigner le fait que les Français sont en France mais se sentent étrangers dans leur pays. Ah, c'est ça. Et on n'est plus chez nous. Oui, on est exilé chez nous. Oui, c'est vrai, je me souviens de ce truc-là. Mais moi, très sincèrement, j'aimerais bien qu'on arrive de manière assez précise à mesurer la réception de ce type d'idéologie dans l'opinion publique. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie de l'opinion publique qui ne se prononce pas, qui ne dit pas. J'espère qu'il y a quand même une grande partie de la population qui en fait ne tolère pas ça. Parce qu'il y a des gens qui montent au créneau quand même, enfin, peut-être pas dans les médias traditionnels, ça certes, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, etc., et qui dénoncent l'islamophobie et le racisme et la xénophobie d'Éric Zemmour de manière très claire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de Françaises et de Français adhèrent à ces théories de merde. Dans la bourgeoisie. Vraiment, quoi. Mais je ne sais pas. Non, mais beaucoup... c'est une bonne question. C'est super chaud, le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 sera l'occasion de le voir, par exemple. Mais non, mais t'as raison dans ce que tu dis quand tu dis qu'il y a évidemment des gens qui dénoncent. Mais d'une part, je les sens minoritaires et surtout, je les sens, c'est un peu ce que dit Usul, un peu interdit. C'est-à-dire que le discours de la haine des musulmans est tellement hégémonique, notamment dans les médias traditionnels, je précise bien traditionnels, et encore pas tous, mais voilà, que t'as l'impression qu'être contre la haine, contre les musulmans est un truc... Donc tu dois t'expliquer. Moi, je passe mon temps à devoir m'expliquer de pourquoi est-ce que je veux pas recevoir Zemmour dans cette émission. Non, mais bien sûr. La question ne devrait même pas se poser. Mais tu vois, c'est intéressant. En même temps, quand t'as quand même un ministre de l'Intérieur qui dit que quand il y a un rayon halal, c'est la merde et que c'est la fin de la civilisation française, je veux dire, voilà, il en est là aussi le degré. Non, mais ça participe, l'islamo-gauchisme, etc. On est dans effectivement l'impression. Du coup, c'est même pas que Zemmour en fait. Enfin, c'est un climat global. Il devrait s'excuser d'avoir. Mélenchon a fait une manif contre l'islamophobie, ce qui était d'ailleurs assez bizarre, vu son parcours, etc. Ça allait pas de soi. Il le fait, c'est courageux. Il doit encore s'en excuser aujourd'hui, s'en expliquer en tout cas sur tous les plateaux. C'est parce que dans cette manifestation, il y a des organisations qui sont contestées. C'est la raison pour laquelle on lui pose cette question. Parce qu'on a crié à la Akbar. Parce que c'était le CCIF notamment qui a été dissous depuis, qui était présent dans cette manifestation. Pour interroger, personne n'a gueulé pour la dissolution du CCIF alors qu'il y avait de quoi. Donc effectivement, l'ambiance en ce moment. On dissout les assos qui défendent les musulmans. Donc je comprends que personne n'ait envie de les défendre. On va être soupçonné de complicité avec le terrorisme, ou je ne sais pas quoi. On a créé un climat de terreur autour de ces questions. Il y a toujours aussi une espèce de lien complètement absurde qui, moi, m'exaspère entre les musulmans et la sécurité, l'insécurité. Et ça, c'est systématique, c'est-à-dire, ou l'immigration de manière générale. On ne peut pas parler de sécurité aujourd'hui dans ce pays sans que ce soit relié à des questions d'immigration, de frontières. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, bref. On va passer à la séquence suivante de l'émission, chers amis. Merci à tous les trois du coup pour ces deux sujets de la semaine qui étaient particulièrement d'actualité et particulièrement durs. Mais je suis content qu'on ait pu l'analyser ensemble. Continuez évidemment à suivre cette actualité. La deuxième partie de le premier invité de cette émission, les amis, qui va nous rejoindre sur le plateau incessamment. Ah non, pardon, c'est les cartes blanches. Je suis con. Je me disais. Ouais, Gaspard, il a failli se casser là. T'as failli perdre un chroniqueur. T'avais trop hâte de recevoir Guillaume. Sans plus tarder, moi aussi, les cartes blanches, c'est parti. Vas-y, on zappe les cartes blanches. Les cartes blanches de cette émission, c'est une séquence dans laquelle je propose à mes trois chroniqueurs et chroniqueuses de nous dire un truc qu'ils auront envie un message qu'ils veulent faire passer, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation de lecture, de visionnage, de ce que vous voulez. Par qui on commence? Qui est chaud? Vas-y, moi. Vas-y, Jules. Allez, je commence jamais les cartes blanches. Moi, je voudrais vous dire d'écouter la radio. Moi, j'adore. Il y a des documentaires à la radio, vous savez aussi. Notamment, il y a une série sur France Culture qui s'appelle LSD, la série documentaire. Or, il y a un des épisodes de cette semaine, une semaine qui est consacrée à la jeunesse. Par exemple, le dernier épisode était sur le harcèlement scolaire, etc. Mais l'épisode juste avant, c'était sur cette photo qu'on a tous vue. Enfin, sur cette photo, sur ce moment qu'on a tous vu. Vous savez, à Mantes-la-Jolie, des lycéens sur les genoux, les mains derrière la tête, tenus en joue par des policiers
qui se moque d'eux, qui les filme. Voilà une classe qui se tient sage, etc. L'émission dure 1 heure. On revient à la fois avec celui qui était responsable à l'époque de la sécurité, qui justifie un petit peu ce qu'il a fait, qui dit oui mais quand même il y avait des poubelles qui cramaient, machin. Bon, voilà, la parole est donnée à lui. La parole est donnée aussi à l'avocat des familles, Ariel Halimi en l'occurrence, qui raconte dans quelle mesure en fait c'était pas normal, ça aurait pas dû arriver ce truc-là. Dites-vous les élèves, vous imaginez passer 1 heure sur les genoux déjà? Non, c'est hyper violent. 1 heure sur les genoux dehors, vous bougez pas. L'enfer. Il y en a un qui a essayé de courir pour se barrer, ils l'ont attrapé, lui, ils l'ont fini à coups de pied. Les flics. Donc voilà, 1 heure comme ça, avec eux qui tournent en rond, qui se foutent de votre gueule. Il y a eu des insultes racistes de lâcher, parce qu'on parle pas de n'importe quelle jeunesse, on parle de la jeunesse de Mantes-la-Jolie. Donc c'est la ville diversité, de banlieue, pour ceux que ça voilà, que les flics sont pris un malin plaisir à dresser, à punir en fait. Ils ont puni, c'était une punition de groupe. Et vous savez, c'est comme dans les écoles, hein, quand on fait une punition de groupe, c'est injuste. Hein, parce que en effet, dans le tas, il y en avait 2-3 qui avaient foutu le feu à des poubelles. Oui, d'accord. Mais il y en a qui sont allés en garde à vue. D'une humiliation. C'était une humiliation. Abominable. C'était une humiliation. Alors derrière ça, le documentaire est intéressant parce qu'il revient sur ce qui s'est passé après. Il y a des gamins qui ont eu des cauchemars pendant des semaines. C'était une journée l'avocat Ariel Halimi dit presque que cette heure-là, c'est de la torture. Bien sûr, c'en est. Ah bah oui. Ouais, d'accord, ok. C'était 1 heure de torture. Et donc LSD, on le retrouve où cet épisode? On le retrouve sur le site de France Culture et voilà, vous en saurez plus, notamment sur les traumatismes que certains continuent de se traîner, sur la manière dont évidemment l'IGPN a rendu un rapport qui disait que oh non c'est bon ça va. Et comment on lave aussi les flics systématiquement pour pas avoir à trop parler de ces trucs-là. Mais voilà, c'était une séquence dont la République devrait avoir honte. Et je rappelle qu'on a vu, par exemple, François Hollande aller au chevet de Théo lorsqu'il s'était fait brutaliser par les flics. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On n'a plus jamais vu de trucs comme ça sous Macron. Alors que parfois, le pouvoir politique pourrait dire on est désolé. Vous n'aviez pas à vivre ça. C'était indigne de la République et des droits et devoirs que vous avez. Mais des droits, vous avez des droits aussi. Voilà. Je termine là-dessus. LSD, la série documentaire. Merci Usul pour cette carte blanche. On enchaîne avec toi, Gaspard, ça te va? Ouais, allez, super. Bah, moi, j'ai pas consommé grand chose de culturel cette semaine, la semaine passée. Du coup, j'ai ressorti un vieux podcast que j'écoutais et qui est vachement bien, et peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Coming Out. Je sais pas si vous l'avez entendu autour de la table. C'est un podcast qui est diffusé uniquement sur Spotify, donc c'est peut-être le point noir, mais sinon c'est super chouette. C'est produit par Julia Layani et Élise Goldfarb. C'est les 2 fondatrices de Fresh. C'était un média sous Minute Buzz sur Facebook qui relayait des témoignages. C'était plutôt féministe, hein, on va dire que c'était le média pure player féministe de Facebook à l'époque de 2017. Et donc là, elles se sont lancées dans un podcast pour recueillir des témoignages de personnalités publiques. Donc on parle de Eddie de Pretto, de Xavier Dolan, de Bilal Hassani, de Woodkid, de Pomme, de Oshi ou encore de Mounir Majoubi. Donc j'ai trouvé ça super. dans la liste. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Tu vois, c'est que tu as des réalisateurs, tu as des pop stars d'internet. C'est assez c'est quand même globalement des gens de moins de 40 ans, mais ça reste que c'est des gens qui se croisent pas normalement dans la rue. C'est pas et donc du coup ça, je trouve ça très cool, ce côté très intergénérationnel, à l'heure où on out des politiques dans des bouquins. C'était le cas de Juan Branco qui avait outé Gabriel Attal dans Crépuscule, ou sur des plateaux de télévision, on se souvient peut-être moins, mais de Cyril Hanouna qui avait fait la même chose avec Angèle sur TPMP, et elle en reparle d'ailleurs dans le docu Netflix qui lui est consacré. Alors voilà, moi je trouvais ça top d'avoir ce podcast de récit qui sur le temps long, avec bienveillance, tendresse, qui propose donc à ces artistes, à ces politiques, à ces réalisateurs, journalistes, toutes générations confondues, de se raconter. Et aussi peut-être une petite précision, même si je sais que l'asso a fait plutôt polémique ces 2 dernières années, mais elles ont pu faire un don avec le podcast de 20 000 €. C'est pas rien quand même, à cet asso qui s'appelle Le Refuge, dont la vocation est d'offrir un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes garçons, filles victimes d'homophobie ou même de transphobie. Voilà, donc ça s'appelle Coming Out et c'est sur Spotify. Si vous voulez aller écouter ça, c'est chouette. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation, Gaspard. Merci à toi. À ton tour, Léa, vas-y. Alors, moi, je voulais vous parler d'un ouvrage, une fois n'est pas coutume, que je viens de commencer cette semaine et qui est sorti mi-novembre, qui s'appelle « Défaire le discours sexiste dans les médias ». Montre-le bien à l'image. Ouais, alors normalement, il y a la couve qui devrait apparaître à l'écran. Mais voilà. Super. Putain. C'est un ouvrage qui a été rédigé par Rose Lamy, qui est en fait la femme qui est derrière le compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » et qui en fait décrypte les propos sexistes dans les médias.
C'est fascinant, mais alors fascinant. Et il y a une phrase que je voulais vous lire parce que je trouvais qu'elle était très adaptée au contexte actuel et notamment dans le contexte global de l'affaire Hulot qui a rééclaté, disons, ces derniers jours. Et je vous la lis. Ah, merci. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est ça qu'elle dénonce en fait dans les médias. C'est ça. L'invisibilisation. Vous avez qu'à me couper le micro pendant que vous y êtes. Non mais je rêve. Vas-y, enchaîne. L'idée selon laquelle le violeur est un monstre évoluant en dehors de la société civilisée est tellement prégnante qu'elle semble suffire à disqualifier la plupart des accusations contre les hommes de pouvoir. Ok. C'est très fort. Voilà, donc je vous le recommande, c'est fascinant. Elle décortique comment on fait en sorte, par exemple, quand on dit que ah bah oui, ah non mais la femme elle a voulu quand même, alors elle cherche le pactole c'est sûr, hein, les femmes n'ont jamais vraiment raison et la façon dont c'est traité par les médias encore aujourd'hui en 2021 c'est quand même assez flippant, comme le en même temps de Macron qui disait alors oui il faut écouter la parole des victimes mais bon quand même faut pas non plus faire un tribunal médiatique. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant et c'est très éclairant, donc je vous invite vraiment à le lire et voilà. D'ailleurs, il va y avoir des suites à l'affaire MeToo politique. Ils vont communiquer ça. Elles vont communiquer ça dans pas longtemps parce que dans l'affaire de Hulot, à la suite, il y a eu beaucoup de témoignages qui sont remontés. Et donc après la fameuse pétition, le truc dans Le Monde, il y a eu une pétition change.org où ils ont beaucoup de signatures. Donc ça continue. Il y a une suite encore à ce truc-là. Il va y avoir des annonces très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une carte blanche aussi cette semaine parce qu'il y a un truc dont je voulais vous parler que j'ai réécouté à plusieurs reprises. Il s'agit d'un historien qui s'appelle Johann Chapoutot, historien spécialisé de l'histoire du nazisme, qui a sorti un livre il y a plusieurs années maintenant, je crois que c'est 2014-2015, un truc comme ça, qui s'appelait La loi du sang. Penser et agir en Asie. C'est un historien enseignant à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises, qui a écrit un livre entier pour essayer de comprendre quelle était la pensée nazie. Parce que oui, il y avait bien une pensée nazie. Ces gens-là n'étaient pas juste des tarés sanguinaires, loin de là. Au contraire, c'était des théoriciens d'une lecture du monde, d'une manière de le penser. Si vous n'aimez pas lire des livres, ce qui est mon cas, vous pouvez retrouver d'excellentes conférences données par Johann Chapoutot sur YouTube, notamment l'Institut Yad Vashem, qu'il a invité il y a quelques années à venir s'exprimer pour présenter un petit peu la manière qu'il a de décrire cette pensée nazie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement intéressant de voir cet historien nous permettre d'avoir du recul historique sur ce moment très particulier de l'histoire du XXe siècle qui a beaucoup infusé dans la pensée, qui était déjà le résultante d'une pensée européenne à un moment particulier, dans un contexte particulier certes, mais qui dit aussi des choses de la manière dont certaines personnes pensent aujourd'hui le monde. Donc voilà, ça bat en brèche beaucoup de clichés sur l'idée qu'on peut se faire des nazis. Encore une fois, sur des brutes sanguinaires un peu tarés, un peu bêtes. Il y a un lien avec la phrase que vient de dire Léa, c'est-à-dire c'est pas des monstres, c'est des gens qui ont une rationalité et qui sont comme vous et moi. Parfaitement rationnels, d'ailleurs beaucoup trop rationnels. Il y a du darwinisme social, il y a du capitalisme, il y a une pensée scientiste terrifiante d'ailleurs dans les nazis, dans la froideur avec laquelle ils ont théorisé leur vision du monde. Donc voilà, Johann Chapoutot est quelqu'un que je vous recommande et je vous invite soit à lire le livre La loi du sang, soit à regarder des conférences dans lesquelles il en parle.